Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Gabriel, bonsoir tout le monde. Bonsoir Jeanne, bonsoir tout le monde également. Donc bienvenue à toutes et à tous à je pense qu'on est à notre 6e live aujourd'hui, qui va porter sur les stratégies de brand content. Alors comme vous le savez, en fait, ce live est organisé par le Club d'une minute 30 Casablanca, qui est un cabinet de consulting spécialiste de l'inbound marketing à 360 degrés et de l'account-based marketing. Ce club est destiné aux directeurs marketing, aux responsables marketing, communication, brand manager, digital manager. Et il a pour mission d'éclairer les cadres sur des thèmes d'actualité et puis de pouvoir enrichir le débat entre professionnels. Donc, ce soir, nous avons décidé d'aborder avec vous le thème du brand content. Et durant ce live, on va répondre à différentes questions. Donc, pourquoi le brand content et quelle stratégie de contenu adopter? On verra des cas B2B et des cas institutionnels. On répondra à la question quels sont les prérequis pour les stratégies de brand content. Et puis ensuite, on verra quel arbitrage il faut adopter entre l'inbound marketing et l'outbound marketing quand on produit du contenu. Voilà. Donc, nous allons commencer par les premières questions. Pourquoi et quelle stratégie de brand content? Donc, au début, nous allons définir ce que c'est que le contenu de marque. Donc, le contenu de marque est une technique de création, le brand content ou marketing de contenu. C'est une technique de création et de distribution de contenu pertinent, cohérent, précieux et intéressant qui a pour objectif d'attirer et d'acquérir un public qui est clairement défini, donc qui est bien ciblé, dans le but de générer une action client qui est rentable. Donc, et selon l'association nationale des advertisers, le marketing de contenu implique diverses méthodes pour raconter l'histoire de la marque. Donc aujourd'hui, de plus en plus de spécialistes du marketing font évoluer leur publicité vers le marketing de contenu pour créer plus de cohésion, mais aussi de liens émotionnels avec le consommateur. Donc l'objectif... J'ajouterais que justement, on s'éloigne progressivement d'une démarche uniquement rationnelle, d'une démarche uniquement didactique, et on y rajoute, et je pense que c'est un très bon effet, un aspect émotionnel, un aspect affectif qui manquait il y a quelques temps. Voilà. Alors, quand on parle de brand content, ça a des objectifs. Ça a des objectifs qualitatifs, mais aussi quantitatifs. Alors, quand on parle d'objectifs qualitatifs, c'est essentiellement la notoriété, donc pour pousser la marque vers l'audience et être en top of mind chez le client quand il s'agit de choisir une marque plutôt qu'une autre ou un produit plutôt qu'un autre. Puis, deuxième objectif quali, c'est l'image. C'est pousser vers vers l'objectif d'entretenir une image positive de la marque. Alors, pour ce qui est des objectifs quantitatifs, donc là, ça répond en fait, le brand content répond à différents objectifs. Donc, le reach, quelle est l'audience qu'on va toucher? Et donc là, on va la toucher à travers le site web et à travers les différents réseaux sociaux. Et quand on parle de site, on parle aussi de référencement naturel et de SIA. Alors, il y a ensuite le deuxième indicateur ou le deuxième objectif, c'est l'engagement. Quel est le taux d'engagement qu'on va avoir sur les contenus qu'on va pousser à travers le digital? Donc, les nombres de likes, de commentaires, de partages qu'on aura. Et puis enfin, troisième objectif quantitatif, c'est la conversion. Alors, est-ce que toutes ces stratégies de brand content qu'on a mis en place, est-ce qu'elles vont nous permettre de générer des leads quand on est sur des marques qui sont commerciales ou des produits qui sont commerciaux? Et on ne peut générer des leads qu'en mettant en place donc un site web, de la newsletter, de l'application, etc., avec des call to action. Donc tout le contenu qu'on pousse, il va falloir l'adosser ou l'associer à des call to action qui vont nous permettre de collecter de la data client qu'on va pouvoir ensuite exploiter pour rentrer en contact avec l'audience qui vient vers la marque. J'ajouterais que, vous voyez, comme le dit très bien Jeanne, que ces actions progressives, successives, n'ont de sens dans le brand content que si vous rajoutez du call to action. C'est-à-dire que oublier le CTA, c'est au fond se couper un bras parce que vous avez oublié l'essentiel, recueillir de la data. Alors voilà je dirais les 4 étapes essentielles, ce fameux parcours client qui est indispensable à la connaissance du client et pour lesquelles,
comme Jeanne le montre dans cette slide, eh bien, vous voyez, vous avez 4 niveaux, tofu, mofu, bofu, lofu. Et alors, à chacune des étapes, tofu, c'est le top of the funnel, mofu, c'est le middle of the funnel, bofu, c'est le bottom of the funnel, le lofu, c'est loyalty of the funnel. Eh bien, vous voyez qu'à chacune des étapes, il y a un certain nombre de contenus qui associent, évidemment, chacune des étapes au désir des clients. Exactement. Et en fait, dans les différentes étapes, on va mettre en fait un contenu qui est approprié à ces étapes du funnel de conversion. Au départ, dans la phase tofu, on va mettre déjà en place en fait l'écosystème digital qui consiste dans le site, les réseaux sociaux, les landing pages ou applications, dans lequel on va poster du contenu. Durant la phase de considération du service ou du produit, on mettra un contenu plus instructif. Enfin, ça dépendra de l'industrie dans laquelle on est. Et puis dans le BOFU, enfin dans la phase de décision, quand il s'agira de convertir le lead en client, on mettra du contenu comme du témoignage client, du rating par rapport au service qui est acheté, des démos, etc. Et puis enfin, vers la dernière phase, on va mettre en place en fait une stratégie de fidélisation. Bon, cette stratégie de fidélisation, pour nous, à notre sens, elle est extrêmement importante parce qu'elle permet de minimiser le coût d'acquisition. Alors là, vous avez les 3 étapes, je dirais, indispensables pour que le brand content prenne toute sa place. Vous avez la partie sensibilisation lorsque l'internaute arrive sur le site ou arrive sur Internet. Ensuite, il faut évidemment le mettre en valeur, l'aspect de considération. Et puis, il faut l'inciter à décider, c'est-à-dire à vous choisir comme fournisseur. Et donc là, c'est vraiment la base même du brand content. C'est tout ce qui est lié à la stratégie des appâts. Donc, tous ces appâts ont pour mission de créer l'envie, le désir, évidemment, d'appeler le fournisseur en question. Voilà. Exactement. La stratégie, alors quand on met en place une stratégie de contenu, elle doit répondre en fait à 2 impératifs. Premièrement, répondre aux objectifs, enfin répondre aux besoins et aux désirs des clients à qui on s'adresse. Et puis, elle doit aussi s'inspirer du positionnement de la marque ou du produit sur lequel on est en train de communiquer et qu'on est en train de marketer. Alors, il y a différents types alors, en fait, de contenu, absolument. Donc, on peut proposer à l'audience un contenu qui est, enfin, une audience ciblée naturellement par rapport à la marque corporate ou par rapport au service ou au produit qu'on a envie de pousser. On peut proposer un contenu qui soit pertinent. Donc là, on est sur du contenu qui peut être intéressant et utile pour l'audience qu'on est en train d'adresser. Et donc là, on va en fait mettre en place là, comme exemple, nous avons un certain nombre de vidéos. Donc là, vous voyez, c'est une des marques de cosmétiques, enfin du Cré, qui fait partie des laboratoires Pierre-Femme. Donc là, en fait, la marque a mis en place un contenu avec des médecins pour parler des problématiques de peau, pour parler des problèmes d'eczéma, d'hydratation, etc. Et là, on est sur du contenu qui est vraiment instructif pour l'audience. Deuxième contenu que, par exemple, nous avons proposé dans le cadre des différentes campagnes que nous avons menées pour des sports comme le golf, il y a eu un changement des règles pour la pratique de ce jeu en 2019. Et donc, on a organisé un webinaire, un live avec la différente communauté de golfeurs pour leur expliquer comment qu'est-ce que ces changements de règles impliquent. Voilà. Deuxième type de contenu qui peut être pertinent, ce sont les livres blancs. Donc là, c'est quelque chose qui peut vraiment très bien marcher quand on est sur du B2B, enfin sur des industries B2B, n'est-ce pas, Gabriel? Alors, comme le dit Jeanne très bien, au fond, le livre blanc, c'est le premier des appâts. C'est-à-dire que vous pouvez considérer le livre blanc à la fois comme l'expression de votre positionnement. Donc, vous avez un document qui exprime de manière très claire vos plus-values différenciatrices. Deuxièmement, le livre blanc constitue un outil de dialogue parce que vous pouvez envoyer ce livre blanc à la cible que vous souhaitez en proposant ensuite un rendez-vous, en proposant ensuite un dialogue interactif. Vous pouvez également utiliser le livre blanc pour de l'outbound, c'est-à-dire vous pouvez l'envoyer en l'imprimant et donc d'avoir un rapport de marketing direct avec le livre blanc. Et donc, le livre blanc constitue vraiment, je dirais, le bras séculier de votre démarche de communication. Tout ce que vous avez mis en avant dans votre positionnement différenciateur,
vous avez à le retrouver dans le livre blanc. Et lorsque la personne finit le livre blanc, elle doit normalement avoir en tête votre positionnement différenciateur. Absolument, et il faut toujours l'associer à des call to action, toujours. Donc, quand on élabore un livre blanc, on peut effectivement l'envoyer par de l'emailing direct, on peut l'intégrer dans des sites, dans des landing pages, et puis du call to action. Alors, deuxième piste de création de contenu, la découverte. Donc là, on est sur une campagne où on a fait découvrir à une audience, eh bien, par exemple, encore une fois, sur ce jeu de golf, en fait, les joueurs élites qu'on ne connaît pas et qui seront probablement les futurs champions, enfin, ou les champions de demain. Voilà, on a élaboré là, par exemple, des capsules pour montrer quelle est la journée type d'un joueur professionnel de golf. Et donc ça a été de la découverte pour l'audience, en tout cas pour la communauté, la communauté golfique. Troisième piste de contenu, c'est le divertissement. Donc là, il y a des marques qui optent pour ce type de contenu, enfin des marques mass market, on va dire, comme Coca-Cola, qui est une marque qui s'adresse en fait à tout le monde et essentiellement aux jeunes qui consomment beaucoup les boissons gazeuses. Et donc, elle a créé une émission artistique qui s'appelle Coke Studio, où elle a invité différents artistes marocains à se produire. Et donc, ça a fait un contenu qui est divertissant pour l'audience. Et c'est un concept quand on voit les chiffres, ça a plutôt bien marché. Sur le divertissement, alors, toujours sur... il y a le groupe La Total Energy qui est associé, qui a décidé volontairement, qui a décidé de s'associer à la Coupe d'Afrique des Nations. Et bon, Total Energy fait gagner à ses clients des places pour participer ou pour assister en tout cas au final de la CAN. Et donc là, on est vraiment dans du contenu qui est divertissant. Voilà, autre type de contenu. Alors, autre type qui est assez intéressant, ça vient des États-Unis. C'est ce qu'ils appellent le flow-sum. Alors, flow-sum, c'est la contraction entre deux mots. Flow, qui veut dire défaut, et sum, qui vient de la contraction de awesome, qui veut dire merveilleux. Donc, les Américains ont imaginé des campagnes qui mettaient en valeur des défauts. Et là, par exemple, vous voyez l'art de valoriser vos défauts comme 5 fruits et légumes moches, pour dire que d'un point de vue écologique, on peut manger des légumes même si l'apparence n'est pas sympathique. Et alors, il y a toute une série comme ça de campagnes où le défaut, vous voyez par exemple, en France, il y a une organisation qui permet de rencontrer des jeunes filles et des jeunes hommes. Eh bien, ils ont même mis, pour s'adresser à l'homme ou à la fille, une campagne qui a beaucoup marqué en France, qui a eu d'ailleurs le premier prix des meilleures campagnes de publicité, où il y avait écrit « Valorisez vos défauts ». Voilà, donc vous voyez, c'est une campagne paradoxale, mais qui a eu un impact très très fort. Alors l'intrigue, je dois dire qu'avec Jeanne, on a beaucoup aimé cette campagne parce que à Paris, une fois par an, c'est d'ailleurs dû au ministre, un ancien ministre de Mitterrand qui s'appelle Jacques Lang. Ils ont décidé que toute une nuit, il y aurait des festivités, des chansons, des orchestres dans tous les quartiers. C'est vraiment très agréable parce que ça donne une atmosphère festive. Eh bien, pour marquer le coup, ils ont mis cette campagne dans ce qu'on appelle les abribus, donc les arrêts d'autobus. Et alors, vous voyez, quand on arrive, on se dit, mais qu'est-ce qui est écrit là? Newt 2107. Eh bien, en fait, c'est pour pousser le passant à reconstruire par lui-même la bonne phrase. Évidemment, ça crée une mémorisation extraordinaire. Absolument. Alors là, l'impertinence, là aussi, je trouve, moi, que l'impertinence donne vraiment de très fort impact quand c'est très très bien vécu. C'est-à-dire, il faut que ce soit une impertinence élégante, une impertinence qui donne, je dirais, de la mémorisation et je dirais de l'humour et du sourire. Alors vous voyez, on vous montre ici, si vous allez dans un hôtel, vous avez toujours une sorte de flyer comme ça, où l'habitude, vous voyez, comme c'est écrit, c'était ne pas perturber, quoi. Vous voulez dormir et donc vous mettez ce petit flyer, privacy please. Et
en Espagne. Et d'ailleurs, maintenant, moi, je vais toujours dans cet hôtel à Barcelone. L'hôtel s'appelle Urban. Voilà. C'est un très, très, très agréable hôtel. Et bien, eux, ils ont décidé que toute leur communication, il y aurait une part d'impertinence. Et vous voyez ce qui est écrit. Alors, vous avez votre flyer où il est écrit Do not disturb, à moins que vous ne soyez l'homme ou la femme de ma vie. Et bien, avec un tel humour, on a envie d'aller dans cet hôtel. Absolument. Là encore, là, vous voyez le sens du paradoxe. Alors évidemment, c'était pour une campagne de mode. Et ben, bien sûr, vous avez reconnu Yves Saint-Laurent. Et ben, eux, ils ont écrit Yves sans logement. C'est-à-dire que c'était à la fois pour se souvenir de Yves Saint-Laurent, mais ça, c'était en fait, je me suis trompé, pour aider les pauvres dans les rues et pour effectivement leur apporter assistance. Voilà, donc tout ça, ce sont des pistes de contenu. Après, il y a du contenu, en fait, donc il y a les événements que les marques peuvent mettre en place. Là, dernièrement, on a vu, il y a un événement qui est en train d'être fait Coca-Cola qui s'appelle Food and Music autour des jeunes. Donc, on les ramène, il y a de la musique, il y a de la nourriture, il y a de la boisson. Et voilà, ça permet c'est un contenu qui plaît à l'audience jeune. Idem pour les eaux minérales d'Oulmès, qui a créé récemment, qui a lancé un événement autour de l'art et du packaging. Donc, elle a associé elle a lancé un événement autour du nouveau packaging qu'elle a mis en place pour ces bouteilles d'eau minérale. Voilà, donc là, c'est du contenu via les events. Ensuite, nous avons le storytelling. Alors, sur le storytelling, ça, c'est aussi un contenu qui peut marcher beaucoup parce que ça interpelle. Alors là, nous sommes sur toujours, en fait, on est sur du contenu. Là, par exemple, vous avez l'exemple d'un voyage premium qui est destiné à une communauté de golfeurs étrangers, enfin européens, à qui on a essayé, le but a été de vendre en fait l'expérience Ryder Cup avant sa tenue. Et comme vous le savez, bon, en fait, pour ceux qui connaissent pas la Ryder Cup, c'est les équipes américaines qui jouent contre les équipes européennes. Et l'idée, c'était de leur proposer le même itinéraire, les mêmes parcours de jeu, etc. Et donc pour ça, la campagne a tourné autour d'un visuel et autour d'une vidéo qui est complètement immersive et qui montre vraiment à quoi s'attendrait le client final. Voilà, donc tout cela, ces 9 pistes-là vous permettent en fait d'imaginer des contenus de marque. Et puis une fois en fait, voilà. Et pour résumer, en fait, les 4 étapes pour la création d'un brand content, c'est de premièrement créer un contenu qui est adapté à votre cible. Donc il faut connaître sa cible pour pouvoir lui proposer un contenu qui l'interpelle, qui attire son attention, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, les clients, le cerveau des clients est atrophié parce qu'on pose beaucoup de publicité, donc pour le coup, ils ont du mal à mémoriser ou en tout cas à se rappeler d'un certain nombre de produits ou de marques. Il faut optimiser le contenu pour le référencement. Donc là, on travaille vraiment le SEO et le SES, chose qui est extrêmement importante pour remonter dans les moteurs de recherche. Il faut publier et promouvoir le contenu sur les plateformes qui sont et puis pour chaque contenu, il faut intégrer un appel à l'action, donc ce qu'on appelle le call to action, pour pouvoir justement collecter de la data et pouvoir relancer le lead. Et in fine, pourquoi pas le convertir en client et puis ensuite en ambassadeur de marque. Voilà. Gabriel, tu voudrais rajouter quelque chose par rapport? Non, simplement, je voudrais rajouter que dans l'inbound marketing, c'est pour ça que nous avons fait ce webinaire, il y a 4 cultures. Donc, il y a la culture de la différence, on l'a vu dans un des webinaires sur justement le positionnement. Deuxièmement, il y a l'obsession client. Et on l'a dit encore aujourd'hui, il faut absolument connaître ces personas. Troisièmement, il y a la stratégie digitale, qu'on l'a vu avec le PESO, donc avec les différentes méthodes pour promouvoir votre message avec justement les 4 outils, comme on dit le PESO, paid, owned, earned et shared. Et puis, il y a la quatrième culture qui est justement le brand content, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser le contenu de marque parce que c'est l'expression du caractère, du ton, du style de votre message. Absolument. Et donc, j'anticipe. Bon, et c'est de là, en fait, une fois, nous avons parlé du brand content, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut le planifier, il faut le cibler par rapport aux différents personas, mais effectivement, pour en fait pouvoir élaborer une stratégie de contenu et la déployer, il y a un certain nombre de prérequis qu'il va falloir en fait
mettre en place. Donc, premier prérequis, c'est le positionnement. Aujourd'hui, il y a plein d'offres qu'on voit passer sur le marché qui sont là, qui se disputent dans des univers qui sont très concurrentiels et sur lesquels on ne voit pas vraiment de singularité. Il n'y a pas de singularité et donc c'est pour cela qu'on parle de positionnement. Il faut premièrement travailler son positionnement pour pouvoir se démarquer de la concurrence et créer une idée, une position ou une perception bien distincte dans l'esprit du client. Exemple de marque de positionnement qui est extrêmement puissant et qui est la marque la plus valorisée au monde, c'est le Think Different de Apple. Et oui, comme vous l'avez vu, Apple a une telle puissance de marque que on dit même plus est-ce que tu as ton smartphone, on dit est-ce que tu as ton Apple. C'est-à-dire que ça a pris une telle image émotionnelle, rationnelle, technique, que effectivement, il domine le marché en termes d'image du smartphone. Effectivement, on parle de iPhone et de Mac, tout simplement. Dans notre langage, à nous, en tout cas, les marketeurs, c'est tout le temps est-ce que tu as ton Mac, est-ce que tu as ton iPhone. On ne dit pas est-ce que tu as. Enfin, bon, on ne va pas citer d'autres marques parce qu'elles sont aussi bien. Voilà. Donc, le positionnement, qu'est-ce que c'est? C'est une stratégie qui est volontariste de l'entreprise et qui consiste à choisir où l'on se situe sur un marché, face à quel concurrent, avec quelle proposition de valeur claire pour les clients. Donc, c'est l'art d'imaginer une image distinctive spécifique à une entreprise ou un produit vis-à-vis des cibles qui sont concernées face à une concurrence dans un marché donné. Alors, j'ajouterai ce qui est écrit sur la slide, qu'il faut bien comprendre que le positionnement, ce n'est pas le reflet de l'image qu'a votre cible, en pensant que si je fais une étude de besoin, je vais demander à la cible quelle est l'image qu'elle a de telle ou telle marque. Mais ça, c'est ce que nous appelons avec Jeanne la politique du rétroviseur. On n'a pas à aller dans le passé pour savoir ce que l'on va dire. Un positionnement, comme c'est écrit à la première ligne même de ce slide, c'est toujours un acte volontariste. C'est-à-dire, c'est ce que vous voulez mettre en avant. Regardez, 1 minute 30 Casa a mis en avant l'inbound marketing 360 degrés. Eh bien, c'est un choix. On aurait pu choisir, je ne sais pas, d'autres mots. Eh bien, à partir du moment où on a choisi inbound marketing 360 degrés, toute la stratégie, et même, comme vous le voyez, le webinar que l'on fait en ce moment, relève de cette stratégie inbound 360 degrés. Eh bien, à mon sens, nous vous encourageons à faire exactement la même chose, à définir ce positionnement différenciateur avec différentes méthodes. Et nous avons nos méthodes à nous qui, à mon sens, vont dans le bon sens. Et dès que vous avez découvert, trouvé, analysé, écrit votre positionnement différenciateur, mais je dirais vous avez une autoroute pour pouvoir mettre les outils qui correspondent à ce positionnement. Absolument. Et ensuite, toute la stratégie de communication, la stratégie de contenu se décline du positionnement retenu et de la ligne éditoriale qui va en être induite. Voilà. Voilà, très belle phrase de Thomas Jefferson. On a dit, c'est pas la peine d'inventer j'allais dire le fil à couper le beurre, comme on dit en France. C'est pas la peine d'inventer vraiment la technique. Vous voyez, par exemple, malheureusement, je cite souvent dans mes conférences l'histoire du Concorde, cet avion qui avait techniquement dépassé tout ce que l'on peut imaginer comme innovation technique. Mais comme il n'était pas dans son temps, ou il était venu trop tôt, ou alors il ne correspondait pas, ou le prix même d'ailleurs, aujourd'hui il n'aurait pas été accepté parce qu'en termes de kérosène, il avait une consommation incroyable, eh bien il a malheureusement perdu son marché parce que c'est pas il était le meilleur, mais il aurait mieux valu de faire ce que font aujourd'hui Airbus ou Boeing, c'est-à-dire d'améliorer, je dirais, les avions tels qu'ils sont pour apporter plus de confort aux passagers. Donc, c'est très important d'être différent et pas obligatoirement d'être le meilleur. Exactement. Voilà, donc premier prérequis, on a dit, c'est le positionnement. Donc le positionnement soit de la marque, enfin soit corporate de l'entreprise, ou bien le positionnement du produit ou du service sur lequel on lance une campagne d'activation. Voilà. Donc, alors vous voyez que... Oui.
Vas-y, Non, je je t'en prie. disais, Jeanne, que comme c'est écrit, vous voyez qu'on a séparé volontairement le site du blog. Alors, le blog peut être c'est une rubrique qui peut être du site, mais il faut le penser, le vivre, l'analyser, l'écrire comme un média à part entière. Le blog, c'est vraiment un outil de dialogue entre vous et l'internaute, entre vous et votre client potentiel, parce que c'est là qu'il se donne, là, il acquiert l'image positive, j'espère, de ce que vous êtes, de votre unicité, de votre positionnement, de vos offres, mais d'une manière storytelling, d'une manière, je dirais, rédactionnelle. Et donc, vivez le blog comme un média à part entière, à côté du site qui, effectivement, a sa vie. Mais ne pas penser que le blog, c'est un gadget. Combien de fois je vois tellement de sites qui disent nous sommes là, nous vous offrons, nous sommes les meilleurs. Et puis le blog, on se rend compte que le dernier article date d'il y a 3 ans. Alors on se dit, mais les pauvres. Donc vous voyez qu'il y a vraiment, et dans vos sociétés, soit vous confiez à une agence le fait d'écrire toutes les semaines ou tous les mois les articles qui vont donner du sens à votre activité, soit vous trouvez évidemment à l'intérieur de votre activité quelqu'un, mais responsabiliser quelqu'un pour qu'il soit maître de la vie de ce blog et à lui de confier cela à une agence ou de confier ça à un de ses collaborateurs. Mais la responsabilité d'un blog, c'est la première étape de votre belle image. Et le blog, en fait, est destiné à la fois, enfin, on pourrait penser que c'est destiné essentiellement à du B2B, mais non, ça peut aussi être destiné à une marque qui s'adresse à du B2C, qui est dans du B2C, qui s'adresse à des clients. Elle peut imaginer des articles qui portent sur des points de douleur chez leurs clients. Et puis voilà, ça fait un contenu qui permet aussi, en fait, de nourrir et le territoire de la marque et puis de travailler le référencement pour remonter, en fait, dans les moteurs de recherche. Donc, ça, c'est super important. Donc, quand on a travaillé l'écosystème, on a travaillé le positionnement, il y a l'écosystème digital qui est composé du site web. Alors, le site web, je précise, il doit être orienté client et ne pas être auto-centré sur l'institution, sur la marque ou sur l'entreprise. Souvent, on voit enfin, Gabriel, je me corrige. Oui. Souvent, enfin, sur pas mal de sites qu'on voit, c'est voilà nos produits, voilà nos services, enfin, on est auto-centré sur nous-mêmes. Or, aujourd'hui, le prisme, enfin, en tout cas, le paradigme du marketing, il a changé. On est sur un marketing qui est orienté client, qui est le marketing de la permission. Donc, il faut s'intéresser à l'autre et mettre du contenu qui va permettre une navigation, en tout cas sur le site, qui va être beaucoup plus intuitive et qui va permettre, en fait, de garder justement, en fait, ce trafic-là ou cette audience-là sur le site. Voilà, donc ça, c'est quand on a un site, il faut nourrir avec un blog. Si on n'a pas de site ou qu'on est sur un produit, il faut mettre on peut mettre des landing pages qui sont en fait assez plus concises et plus réduites. Et puis ensuite, on crée toutes les pages en fait de réseaux sociaux pour le produit ou pour la marque. Alors, Voilà. comme l'a dit Jeanne, ça, c'est un point clé de notre philosophie à Jeanne et à moi. C'est-à-dire, comme elle l'a dit, c'est le client qui est important, pas votre offre, aussi curieusement que cela puisse paraître. C'est, comme on le dit, votre démarche. Et en plus, en inbound marketing, ce n'est pas que le client doit s'adapter à votre offre, c'est votre offre qui doit s'adapter au client. Et donc, il faut vraiment intégrer les désirs et les besoins de vos clients. Et le site doit refléter ça. C'est-à-dire, au lieu d'avoir dans votre barre de navigation mes offres, mes solutions, qui nous sommes, pourquoi nous sommes là, etc., ça, c'est du nombrilisme. Non, il vaudrait mieux regarder à qui vous adressez. Nous avons comme client une boîte de management de transition. Eh bien, on n'a pas mis l'offre pour être directeur général, l'offre pour être directeur du marketing. Non, on a écrit « Je suis président directeur général » parce qu'on s'adresse à celui qui va engager des managers de transition, ou bien on a écrit « Je suis manager de transition ». Et pour chacune des deux fonctions, eh bien, on a fait parler le PDG ou on a fait parler le manager de transition. Et les solutions de cette société de management de transition n'étaient que la solution inéluctable du désir ressenti par le PDG de telle société qui recherche des collaborateurs ou par le manager de transition qui, lui, cherche un job. Mais voilà notre démarche qui est beaucoup plus, et qui n'est pas beaucoup plus, qui est essentiellement centrée sur les désirs et les besoins des clients. Et votre offre n'est que la solution inéluctable de ce que veut, de ce que pense, de ce que désire justement votre cible.
Exact. Donc voilà, le site, il faut l'actualiser régulièrement, il faut le rafraîchir, il faut mettre des call to action parce qu'un site, en fait, qui ne ramène pas de trafic et qui ne maintient pas ce trafic et le convertit, ça reste un site vitrine et c'est un peu dommage vu les investissements qu'on met là-dedans. Voilà, et donc il y a le blog, il y a l'emailing qui est aussi intéressant, c'est un outil de communication avec ces sites qui est intéressant, il y a le display, il y a le SEO, il y a l'affiliation. Donc l'objectif de cet écosystème, c'est d'attirer du trafic, de le convertir et de le fidéliser. Voilà. Donc, exemple de site web voilà, que nous avons développé. Il y a des sites qui sont institutionnels. Il faut savoir aujourd'hui que les sites, enfin, bon, je ne vous apprends rien, en fait, tout le monde est connecté sur son téléphone mobile. Il faut que les sites soient Responsive. voilà, exactement. Il faut qu'ils soient faciles, ergonomiques, il faut qu'ils soient intuitifs, etc. Et il faut qu'il y ait des call to action pour capter de la data et pouvoir la convertir. Voilà, donc il y a des newsletters, il faut tout ça, il faut le mettre en place pour collecter de la data. Alors les blogs, là, c'est le blog d'XPM dont tu as parlé tout à Voilà, l'heure. donc vous voyez que pour cette société dont je vous ai parlé, où on met en avant le directeur, le PDG d'une société qui recherche des collaborateurs, ou bien le manager de transition qui recherche un job, effectivement, il y a un blog qui vit sa vie et qui, évidemment, exprime par des articles les désirs des entreprises et les désirs des managers de transition. Voilà. Alors, une fois qu'on a créé le positionnement, l'écosystème digital, il faut élaborer une ligne éditoriale, comme un journal qu'on va feuilleter. Il a son ton, son style, son caractère. On sait que C'est quand ça. on lit le Figaro, c'est le Figaro. Quand on lit Sabah, c'est Sabah. Enfin, quand on lit le matin, c'est le matin. Chacun a son style et on les reconnaît à leur style. Hein, Gabriel? Ben, c'est-à-dire que moi, j'ai été stagiaire au journal Le Monde, là, qui est un journal du soir bien connu en France. Il y avait, comme on disait, une réunion la direction éditoriale, une réunion éditoriale. Ils étaient très sensibles à ce que les styles des journalistes pas se ressemblent, mais qu'il y ait un même ton, qu'il y ait un caractère, qu'il y ait une manière d'écrire, qu'il y ait un humour qui soit même celui du Monde. Et au début, on se dit, mais pourquoi ils sont aussi chiants, entre guillemets? Eh bien non, ça donne le ton, le style, ça donne le caractère, ça donne la personnalité du journal. Exact. Et puis, il y a cette citation qu'on avait trouvée tout à l'heure, qu'écrire seulement en pensant au profit Ah revient oui, à enseigner sans c'est regarder ça. les tableaux de résultats. Alors, bon, j'ai une petite histoire à vous raconter parce que ça, c'était un mot qu'a écrit Ivan Lendl. Alors, il y a Lendl, c'est avec le E. C'est Ah, pas, Lendl. bon, mais c'est pas, parce que c'est un nom tchèque. Ivan Lendl était tchèque. Et j'ai assisté à la finale. C'est une petite histoire. J'aime beaucoup Ivan Lendl parce qu'il était très, très comme ça, très sérieux en apparence. Il était très longiligne, tout ça. Et alors, il était en finale contre McEnroe. McEnroe, c'était l'Américain qui bougeait partout, qui s'excitait, qui était très nerveux, qui engueulait l'arbitre. Enfin, il a eu des problèmes d'ailleurs par la suite parce qu'une fois, il a été éliminé parce que bon, il engueulait l'arbitre. Bon. Et alors, c'était la finale. C'était à Roland-Garros, à Paris. Et alors, McEnroe menait 2-7 à rien. Et c'était pratiquement. Et le troisième set, c'était 4-4-4. C'est-à-dire que c'était vraiment la fin. Et alors, la plupart des spectateurs de Roland-Garros, pour éviter la foule, partaient. On voyait des gens qui partaient, qui partaient, qui partaient. Eh bien, le résultat, mesdames et messieurs, de cette finale de Lendl contre McEnroe, Lendl a gagné par 5 jeux à 4. C'est-à-dire qu'il a remonté il a remonté tout le match pour, in fine, gagner au 5e set. Et alors, ça a été. Mais ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait moitié moins de spectateurs, parce que les spectateurs étaient partis entre-temps, pensant que c'était fini. Mais c'est vrai que je trouve que la formule de Lendl est très belle. C'est que quand vous écrivez, quand vous faites quand vous mettez en avant des articles, ne soyez pas, je dirais, obsédés. Même, je le dis, alors Gian et moi, on est des publicitaires, ne soyez pas obsédés par le SEO. Ayez même envie d'écrire un article amusant, un article décalé, d'avoir tout d'un coup envie d'écrire un article anecdotique. C'est pas grave, mais ça donne un ton, ça donne un style. Vous racontez une histoire et c'est toujours agréable. Moi, je le vois là, même sur mon iPhone, vous avez une page qui est dédiée à l'actualité. Alors évidemment, l'actualité, c'est la politique, en France, c'est maintenant les élections. Eh bien, cette application se permet de raconter une histoire agréable, sympathique, amoureuse. C'est agréable.
Donc, ne soyez pas obsédés par la rentabilité de l'article que vous allez mettre sur votre blog. Voilà. Et puis, quatrième prérequis, c'est l'obsession client. Il faut aujourd'hui, grâce au digital, on est dans une ère du partage et des communautés collaboratives. Tout le monde échange, tout le monde sait tout le monde est bien informé. Donc, il faut vraiment aujourd'hui que les marques et que les entreprises soient orientées clients. Et en ce sens, il faut qu'elles étudient ce qu'on appelle dans notre jargon les personas. Donc, connaître le profil à la fois rationnel et émotionnel de ces clients, enfin, de ces clients idéaux, de mettre le doigt sur l'ensemble de leurs points de douleur dans leur parcours d'achat et puis ensuite imaginer en fait des contenus qui sont pertinents par rapport à tout ce parcours d'achat pour ramener justement ces personas-là vers la marque, vers l'entreprise, vers le produit et pas chez le concurrent. N'est-ce pas? C'est bon? Je ne peux je dirais que abonder dans ce sens, parce qu'effectivement, j'ajouterais que non seulement la connaissance des personas vous permet une analyse beaucoup plus fine de leurs désirs et de leurs besoins, mais ça va vous amener à entrer, comme le positionnement de 1 minute 30, à entrer dans une nouvelle démarche qui s'appelle l'ABM, le Account-Based Marketing, où vous personnalisez, je dirais même mieux, où vous hyper-personnalisez votre communication en s'adressant nominativement, nommément à votre persona. Exact. Voilà, donc ça, ce sont les quatre outils à la stratégie de brand content. C'est le positionnement, c'est l'écosystème digital, c'est la ligne éditoriale, et puis ensuite, c'est connaître vraiment sa cible pour pouvoir personnaliser le message. Et là, on est dans une logique justement d'inbound marketing plutôt que de outbound. Alors là, en fait, l'idée, c'était de vous présenter, enfin, souvent on parle, enfin, quand on est sur le digital, on parle beaucoup d'outbound, une grosse partie en tout cas des budgets de communication ou de marketing vont vers de l'achat d'espace média. Alors qu'il y a à côté, il y a ce qu'on appelle l'inbound marketing qui est aussi tout aussi intéressant, tout aussi pertinent et qui peut être beaucoup moins cher. Et donc là, l'idée, c'était de vous montrer les deux et de vous rappeler en tous les cas les deux et de vous dire que voilà, il y a possibilité que vous réfléchissiez tout seul ou en étant accompagné par des experts sur les types d'arbitrage que vous pouvez mener en fonction de vos objectifs, en fonction de la concurrence, en fonction de vos budgets. Alors pourquoi est-ce qu'on parle d'inbound marketing? On l'a toujours dit, en fait, aujourd'hui, enfin, grâce au digital, on est sur en fait, un marketing de la permission et on est sur un nouveau paradigme de marketing qui est le marketing du désir. Donc aujourd'hui, il faut vraiment faire rêver les clients pour les ramener vers soi. Et arrêter en tout cas, il faut, je veux dire, la concurrence, elle est énorme, elle est accrue sur tous les sujets. Il va falloir aller vers ce marketing du désir. Et là, Gabriel, je te laisse développer. Alors, c'est je dirais, une réflexion, c'est-à-dire que vous connaissez tous la pyramide de Maslow, comme on dit, la pyramide des besoins de Maslow, qui est la pyramide des besoins. Alors, il a tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il a dit, dans un premier temps, en fait, il a fait ça à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, où il y avait, tout le monde avait des besoins énormes, parce que tout avait été détruit, parce que la guerre avait détruit énormément de moyens de production. Et donc, effectivement, il y a les besoins physiologiques, puis les besoins qui sont de sécurité, puis les besoins d'appartenance. Il fallait reconstruire une communauté. Et donc, je me rappelle encore une anecdote. Mon père, quand j'étais tout petit, adorait la marque Citroën. Alors, donc, il achetait toujours des DS Citroën, très, très typés. Et alors, il aimait beaucoup le bleu. Bon, donc il allait voir Citroën. Il disait, quelles sont les couleurs que vous me proposez? Et j'aimerais bien, parce qu'une DS était d'ailleurs assez chère, il disait, moi, j'aimerais bien avoir une DS bleue. Et alors, j'étais tout petit, j'avais 5-6 ans. Et alors, le Citroën lui disait, ah, mais bien sûr, cher monsieur, mais bien sûr, vous avez le choix entre le noir ou le noir. Donc, à une époque, c'était les fabricants qui imposaient leur choix et qui pas imposaient les besoins, mais les besoins existants. Et ben voilà, mon père a pendant des années eu une DS noire. Donc, aujourd'hui, c'est terminé. Vous avez eu la compétition, la concurrence, etc. Donc, le désir, le besoin passe après le désir. C'est-à-dire que les gens expriment un désir, ils expriment un choix. Comme mon père aimait le bleu, évidemment, aujourd'hui, il aurait dit, moi, je veux une voiture bleue. Bon. Et pourquoi? Ce n'est pas un besoin, c'est un désir. Et donc, la pyramide des désirs a remplacé progressivement
la pyramide des besoins, mais effectivement, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Si le désir ne va pas en même temps que le besoin, évidemment, ça ne marche pas. Mais le désir, comme première réaction d'achat, est un élément prioritaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le désir quand aujourd'hui, pour attirer l'internaute, eh bien, si vous le voulez bien, il y a le désir d'inattendu, c'est-à-dire qu'on est surpris par une information. Il faut que cet inattendu suscite une émotion, que cette émotion vous donne envie de partager. Et quand vous faites un choix, un achat, souvent ce sont des achats familiaux, des achats collectifs ou des achats qui demandent la réaction de tel ou tel ami, eh bien, il faut que ça participe de votre volonté d'achat. Et donc, effectivement, cette pyramide de désir aboutit d'ailleurs à la fin. C'est l'élément essentiel du positionnement. Quoi que vous fassiez, quelle que soit l'offre que vous avez, quelle que soit votre plus-value, le seul objectif qui va inciter quelqu'un à vous acheter, c'est s'il se dit « ça valorise ma personnalité ». En fait, n'importe quel achat a pour quelque part quelque mission de valoriser la personne qui achète. Et quand vous regarderez votre positionnement, essayez de voir en quoi le positionnement de votre produit ou de votre société valorise celui qui achète chez vous. Exactement. Alors, c'est pour ça que nous avons eu le plaisir de mettre cette slide. Nous avons eu comme budget pendant un certain temps le Louvre, le fameux musée du Louvre. Et alors, évidemment, le musée du Louvre se dit, mais comment faire pour attirer encore plus de touristes? Comment faire? Parce qu'ils disaient, oh, on a plein de gens qui sont des férus d'art, des férus de tel ou tel siècle, avec les statues, les tableaux. Le musée du Louvre est, je crois, le plus grand musée du monde, me semble-t-il. Eh bien, on a proposé notre pyramide des désirs et qui a été agréablement acceptée. Et on commence par le désir d'inattendu. Parce que l'inattendu, ça permet d'attirer. Et donc, vous voyez, c'est une très jolie phrase d'ailleurs de Jean de Dormesson qui a dit dans un de ses romans, « Tout le bonheur du monde est dans l'inattendu ». C'est-à-dire que l'inattendu crée l'envie, crée le désir. Et vous voyez écrit quelles sont les quelques astuces, quelques outils qui permettent justement de créer l'inattendu. Et par exemple, le blog qu'on a suggéré de faire au musée du Louvre commence par « Étonnez-moi ». Exact. Dans lequel il y avait des articles comme… des articles inattendus, des articles anecdotiques, des articles qui regardaient le musée sous le regard, sous la lorgnette du détail, de l'inattendu, de situations. Je sais qu'il y avait un article sur le vol de la Joconde. Oui, à un moment donné, on a volé la Joconde et pendant, je ne sais pas, un an, on ne savait pas où elle était. C'est assez amusant de raconter ça. Comment tout d'un coup, les gens venaient voir la Joconde au musée du Louvre et il n'y avait pas la Joconde. Voilà, donc effectivement, en fait, le marketing du désir aujourd'hui, c'est quelque chose qui est primordial parce que, enfin, avoir cette philosophie-là de créer un marketing du désir, c'est extrêmement important parce que, effectivement, la concurrence est très forte. Alors, il y a un livre pour ça qui parle du marketing du désir, car sans vouloir me mettre en avant, c'est moi qui ai écrit l'article, qui est le chapitre, et qui est les neurosciences, fait par un des amis de Jiad et de moi-même qui s'appelait Michel Badoc. Malheureusement, il a disparu, mais il a écrit un très très bon livre, les neurosciences. Ah non, il a écrit, ça s'appelle les neurosciences en action, exactement, et je m'étais permis d'écrire le chapitre sur le marketing du désir. Voilà. Et donc, vous savez, voilà, aujourd'hui, par exemple, Apple, encore une fois, la marque Apple, qui a des flagships qui sont extrêmement, qui valorisent extrêmement, en fait, les clients. Quand vous voyez à quoi ça ressemble, quand vous avez l'occasion de les visiter, c'est très particulier, c'est très singulier. Et puis, dès qu'il y a un dernier un dernier téléphone qui sort, un smartphone qui sonne, il y a toujours des files d'attente. Est-ce qu'on a besoin du dernier iPhone? Non, on n'en a pas besoin, mais on l'achète parce que, voilà, c'est un désir. Voilà. Donc, on a parlé du marketing du désir et je vais revenir sur le marketing de la permission qui est tout aussi extrêmement important pour faire la distinction entre l'outbound et l'inbound. Alors, quand on parle d'outbound marketing, on est dans, en fait, ce qu'on appelle le marketing classique. C'est l'appellation, en fait, cette appellation de outbound marketing est née lorsqu'on a commencé à parler d'inbound marketing qui a été induit par le digital. Mais quand on parle d'outbound, aujourd'hui, quand on parle d'outbound, la communication, elle est à sens unique. C'est-à-dire que la marque ou l'entreprise pousse
elle opte pour une communication à sens unique, c'est-à-dire qu'elle est toujours en train de pousser ses produits vers son audience. Ok. Les prospects sont seulement spectateurs, le retour sur investissement par contre est rapide et les prospects sont souvent interrompus par la publicité. Donc c'est une publicité qui est des fois, enfin qui est souvent intrusive. Alors que quand on parle d'inbound marketing, la communication, elle est interactive avec l'audience parce qu'on va mettre un contenu qui est utile, qui est intéressant, qui est divertissant. Et là, ça va créer une affinité avec son audience qui va venir vers soi, vers la marque. Les prospects, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont divertis ou instruits. Le retour sur investissement, il est plus durable parce qu'on crée une communauté qu'on va fidéliser grâce à ce contenu. Et les prospects s'intéressent en fait à la marque. Ils ne sont pas dérangés quand ils sont en train de naviguer par des publicités qui sont intrusives ou des emails publicitaires qui sont intrusifs. Voilà, donc l'objectif de l'outbound marketing, son objectif, enfin qui est le marketing classique, traditionnel, qui est de pousser en fait la communication ou la publicité vers les clients. Avant, par le passé, on le faisait sur les masses médias, donc la télé, la radio et l'affichage numérique. Aujourd'hui, on le fait via le digital. Son objectif, c'est de vraiment travailler la notoriété de la marque et la préférence vers une marque plutôt qu'une autre. Donc, on pousse pour qu'on ressorte en premier, pour qu'on soit en top of mind, pour que, in fine, le client, quand il est sur les rayons, il va nous acheter nous et pas notre concurrent. Donc ça, c'est le outbound marketing. L'inbound marketing, en fait, son objectif est de créer plutôt une relation de confiance et de fidélité avec le client. Donc là, on va mettre du contenu qui est utile, qui est divertissant, qu'on va diffuser soit par emailing, soit à travers le marketing événementiel ou le marketing de contenu et les sites web. Et son objectif va être de répondre aux différents points de douleur du client et puis de créer justement et d'instaurer cette relation de confiance et de fidélité. D'accord ? Vous voyez ici apparaître vraiment je dirais la complémentarité entre l'outbound et l'inbound marketing. Donc, vous voyez que l'outbound, effectivement, à court terme, permet, et tant mieux, d'élargir votre fichier de data, et l'inbound permet de fidéliser ces mêmes data, enfin ces mêmes clients, et de créer vraiment, je dirais, une communauté de clients à long terme. Exactement, lesquels clients pourraient devenir des ambassadeurs de votre marque ou de votre data. Donc, alors, quand on parle d'outbound et d'inbound, en fait, il y a ce modèle que vous connaissez sûrement tous, qui est le PSO. Donc, on parle de paid media, de earned media, de owned media et de shared media. Alors, le paid et le earned, c'est des choses qui existaient avant le digital. Bon, on a mis la balance pour vous montrer qu'il y a des moments, quand on est sur des budgets marketing, il va falloir arbitrer, équilibrer, pour avoir un retour sur investissement beaucoup plus intéressant. Donc, comme je disais, le paid et le earn, c'est du push. On est sur de l'outbound marketing. Et c'est des choses qui existaient par le passé avant l'avènement du digital. C'est-à-dire qu'avant, les publicités, on les passait sur la télé, sur la radio, on faisait de l'affichage urbain, on achetait des encarts publicitaires qui coûtaient souvent très cher aux marques. Et puis, il y a le earn. Le earn, c'est en fait le passage par tout ce qui est relation presse et relation influenceur. Enfin, influenceur. Donc, quand on parle de relations presse, et quand vous connectez, quand les marques avant par le passé s'approcher de certains journalistes pour qu'ils écrivent un article sur un nouvel endroit qui a ouvert ou bien sur un nouveau produit ou autre, eh bien, c'était quand même assez coûteux. Tout ça, ça entre dans le paid media. C'est des choses qu'on paye souvent très cher. Alors, quand on parle de inbound marketing, c'est du contenu en fait qui va être créé et qui va être diffusé dans l'écosystème digital qui est le owned media. Donc, je m'explique. C'est le site web, c'est la e-newsletter, c'est le emailing, c'est l'application, c'est le blog, c'est la landing page. Donc, tout ça appartient, ce sont les actifs de la marque. Donc, une fois qu'elle a investi dessus, elle n'a plus besoin de remettre des budgets derrière, donc à part des petits budgets de maintenance. Et puis, c'est les réseaux sociaux qui appartiennent à la marque. D'accord? Donc, c'est diffuser du contenu dans les réseaux sociaux de la marque, qui peuvent par la suite, quand on a créé cette relation de fidélité et de confiance avec les clients, ils vont être partagés, ils vont être likés, repartagés. Et là, on est dans des phénomènes de buzz, dans des phénomènes de viraux, voilà, où il y a un contenu qui est super intéressant, qui est super divertissant, qui est super touchant, qui va être partagé par la communauté et qui va pouvoir en fait permettre d'avoir des retours sur investissement qui sont beaucoup plus intéressants. Donc voilà,
L'idée était de vous présenter ça et de vous montrer en fait quelle était la distinction et de rappeler la distinction entre les deux et de vous dire que voilà, il faut arbitrer entre l'outbound et l'inbound. Pourquoi je dis qu'il faut arbitrer? Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on pousse beaucoup la communication vers les gens, et ben, le cerveau, enfin, ça c'est le neuromarketing, les cerveaux des consommateurs sont atrophiés. Ils ne se rappellent de rien. Donc, l'efficacité de la publicité qui est poussée la publicité perd de son efficacité. Alors ici, en fait, il y a une astuce qu'on pourrait vous proposer, c'est d'arbitrer selon le cycle de vie de votre produit. Alors, quand vous êtes sur un lancement de produit, vous pouvez investir sur de l'outbound, donc les mots-clés, les achats de mots-clés, le SIA, la publicité, le display, le emailing, etc. En fait, tout ce qu'on peut acheter pour attirer une communauté rapidement. Mais une fois qu'on a attiré cette communauté, eh ben, on peut la nourrir grâce à du contenu de marque, grâce à de l'inbound marketing. Donc, et ça, on peut le faire durant la phase de croissance et de maturité. Voilà. J'ajouterais que cette phase de maturité, ça vous permet évidemment de construire les fondations justement de l'inbound marketing et donc de donner à l'inbound marketing, je dirais, sa place de pérennité de votre stratégie, alors que l'outbound, c'est souvent, comme l'a dit Jeanne, des actions à court terme pour lancer votre produit et trouver justement les premières datas. Exact. Et donc, quand on voit les chiffres, en fait, quand on étudie les chiffres, en tout cas nous en tant que marketeurs et spécialistes, on voit que, souvent, sur toutes les datas qu'on ressort, l'outbound marketing est plus cher que l'inbound parce qu'au lieu de tout obtenir, voilà, du trafic organique de manière organique, on l'achète. Et donc, souvent, la moitié du budget va vers de l'achat média. Enfin, je pense que tous les annonceurs en sont conscients aujourd'hui. En tout cas, je parle pour le Maroc, je ne sais pas pour toi en France. Enfin, en C'est France, pareil. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on investit, on croit qu'en investissant des sommes très importantes au départ, on a la notoriété voulue. Non, ce n'est que la première étape et la notoriété active ne vient qu'avec l'inbound marketing. Exact. Et après, quand on voit les chiffres aussi, en termes d'acquisition, en tout cas quand on est sur des marques commerciales, l'acquisition d'un lead grâce à de l'inbound marketing coûte 60% moins cher que via l'outbound marketing. Voilà. Pour finir, en fait, je vais vous présenter quand même quelques benchmarks qui pourraient vous intéresser, qui sont en fait les coûts du lead par canal. Donc, quand on dit canal, c'est les canaux qu'on va utiliser pour attirer des leads vers soi. Et ça, ce sont des études qui ont été faites par différents organismes internationaux et sur lesquels on pourrait, qui peuvent matcher avec, qui peuvent correspondre à tous les marchés puisqu'on est sur du digital. Alors, les canaux de génération de leads les plus chers aujourd'hui sont les événements et les trade shows, les foires et les événements, quoi, les événements, les grands événements. Ça coûte extrêmement cher. Le coût du lead est très très cher. Là, quand on voit le coût du lead pour ce type d'événement, il est de $811. Alors, deuxième canal de génération de lead le plus cher, ce sont les médias classiques. On va savoir la TV, la radio et le print. D'accord. Là, on est sur des coûts par lead de $619. Et puis, dernier canal qui est aussi tout aussi cher, c'est les relations publiques. Ça coûte, le coût d'acquisition coûte cher. Par contre, les canaux de génération des leads les moins chers sont le SEO, donc c'est le référencement naturel qui est extrêmement important. Et d'ailleurs, de toute façon, sur les taux de clics, quand vous êtes sur Google, souvent vous faites une recherche par mots-clés. Vous cliquez sur les top premiers qui sont organiques, pas ceux qui sont sponsorisés. Ça, ce sont les chiffres qui le montrent. Le online retargeting, le emailing, ça marche beaucoup quand on a une base de données qui est vraiment très qualifiée. Et puis le social media advertising. Donc là, ça vous donne une idée, en fait, c'est des benchmarks qui pourraient éventuellement vous permettre de qualifier, d'arbitrer dans la gestion de budget. Après, deuxième benchmark, c'est le coût de lead par industrie. Alors, il y a des industries où le coût d'acquisition d'un lead est très cher, comme la technologie, le healthcare, la finance. Là, on est sur des coûts de lead qui sont qui sont en tout cas beaucoup plus importants que sur d'autres secteurs. On est sur 200 à 100, on est entre 100 et $200. Après, sur d'autres industries, type le non-profit, donc tout ce qui est organisation non gouvernementale, le retail,
les télécoms et l'éducation, là, nous sommes sur des coûts d'acquisition de leads qui sont beaucoup moins chers. On est autour de 30 à 50 $. Voilà, ce sont des benchmarks pour vous donner une idée. Ça vous permettra de savoir, en fait, de savoir où c'est que vous vous situez par rapport à la gestion de vos budgets. Et puis, naturellement, si vous avez besoin de vous faire accompagner, on vous dira comment est-ce qu'on intervient donc, chez 1 minute 30. Donc, notre méthodologie est très simple. On a une démarche qui est quand même assez unique. On fait de la co-création avec nos clients, on fait de la coproduction et du copilotage. Alors, quand on parle de co-création, en amont, on va regarder, on va faire tout ce qui est audit digital, benchmark de la concurrence et élaborer un plan de recommandation. On va co-définir avec le client ses objectifs quali et quanti. On va étudier le positionnement du produit, du service ou de la marque. On va proposer une stratégie digitale ou en tout cas de upgrader la stratégie digitale qui est existante, qui passe par le site, le blog, la newsletter, l'application. On va travailler tout ce qui est persona pour pouvoir justement personnaliser les messages grâce au digital, parce que le digital n'a d'intérêt que la personnalisation. Et c'est pour ça qu'on parle de choix d'hyper-personnalisation. Ensuite, on élabore la stratégie de contenu et on arbitre, vous êtes dans l'arbitrage entre les budgets que vous allez affecter à l'inbound et l'outbound, pour passer ensuite à la prod de contenu, la diffusion et le pilotage. Voilà pour ce qui est de notre démarche. Gabriel, tu veux rajouter quelque chose? Je dirais, je voudrais vous inciter à considérer avec voilà, faveur cette proposition, parce que vous voyez qu'il y a à la fois la possibilité avec nous de faire une stratégie globale d'inbound marketing 360 degrés, c'est-à-dire que vous pouvez nous confier une démarche qui commence par l'identité de marque, c'est-à-dire avec le positionnement, et qui se termine, pas qui se termine, mais enfin qui se poursuit agréablement jusqu'à la maîtrise totale d'une stratégie opérationnelle, d'une stratégie digitale, d'une stratégie d'événement, d'une stratégie relationnelle, ou bien, si vous avez déjà atteint un certain nombre d'étapes, eh ben, évidemment, on peut vous accompagner sur des aspects plus sélectifs depuis la stratégie digitale ou bien comme c'est écrit, tout ce qui est le brand content, tout ce qui est les actions de community management, c'est à votre bon cœur. Mais nous sommes toujours très heureux de pouvoir mettre en œuvre une stratégie globale d'inbound marketing 360 degrés. Exactement. Voilà, et pour finir, Eh bien, nous sommes heureux de vous présenter une très très jolie phrase de Victor Hugo, bel écrivain, qui a eu cette citation, cette fulgurance. Le fond, c'est la forme qui remonte à la surface. Eh bien, effectivement, c'est quelque chose de formidable parce que ça permet de montrer que prendre soin de la forme est toujours associé au fond. Absolument. Et voilà, donc merci à toutes et à tous pour votre attention, pour votre écoute, pour votre participation. On va voir si nous sommes à votre écoute s'il y a des questions. Bon. En fait, tout à l'heure, on m'a signalé un petit problème avec les commentaires, que je ne sais pas si on va pouvoir, il paraît, voir les questions ou pas. Il n'y a pas un chat qui permet de... Si, d'habitude, on le voit. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Gabriel, pendant que... on me l'a dit assez souvent, c'est que dans les 4 valeurs du désir que l'on met souvent en avant, justement pour montrer que le désir est important, il est souvent dit qu'il faut pratiquer l'humour, créer l'intrigue dans un article, provoquer l'inattendu et susciter la séduction. Alors il y a un terme qui quelquefois revient, c'est doit-on être impertinent dans un article? Doit-on y instiller de l'humour? Alors moi je dis que oui, parce que c'est une respiration l'humour. L'humour, quand c'est vraiment bien étudié, évidemment, le tout, c'est de savoir quel niveau d'humour faire apparaître ou quel niveau d'impertinence. Eh bien, ça donne
un sourire, ça donne je dirais, on est dans un rapport qui s'éloigne de l'aspect uniquement professionnel pour atteindre à l'humain, pour atteindre à ce rapport empathique que provoque le rire, que provoque l'humour, que provoque le sourire. Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire tout le temps, mais si on peut de temps en temps y ajouter une phrase humoristique, comme l'a fait Lendl, par exemple, hein, quand il a parlé qu'il n'était pas nécessaire de regarder le tableau d'affichage pour jouer au tennis, eh bien, ça donne, je dirais, ça donne un état d'être qui est fort agréable. Donc, ne nous empêchons pas, ne croyons pas que parce qu'on écrit un article du blog, on doit être uniquement didactique, rationnel, structuré. On peut y apporter cette part d'humour ou d'impertinence qui donne un reflet, qui donne un caractère, qui donne une attitude, comme l'a très bien fait cet hôtel de Barcelone, qui, voyez, que je le répète encore, qui a dit ne me dérangez pas, à moins que vous soyez l'homme ou la femme de ma vie. Ça met le client dans un état très agréable et en général très favorable à la marque. Voilà, les questions arrivent, super. Ah, très bien. Alors, quel conseil vous pouvez nous... Bonsoir, bonsoir Zakaria, bonsoir Rafa. Alors, première question, quel conseil vous pouvez nous donner pour le personal branding? Okay. Alors, moi, je réponds d'un point de vue plus sélectif. D'abord, vous avez un réseau social qui est le réseau prioritaire, pratiquement unique, enfin prioritaire, pour mettre en avant le personal branding. C'est LinkedIn. Sur LinkedIn, vous pouvez être et exprimer votre propre positionnement, mais d'une manière claire, d'une manière synthétique. Pourquoi? Parce que non seulement vous dites ce que vous êtes, non seulement vous mettez en avant votre statut, mais quand vous, et il faut le faire, mais quand vous prenez ensuite le temps d'écrire des articles qui expriment votre point de vue, qui expriment votre vision, qui expriment votre mission, qui expriment votre rôle dans la société professionnelle, je dirais inéluctablement, votre marque personnelle s'en trouve, je dirais, promue. Donc oui, premièrement, si vous voulez mettre en avant le personal branding, c'est un canal tellement sûr. Hop, on a perdu Gabriel. Donc, c'est un canal très, très sûr, effectivement, pour le personal branding. Et là, ce n'est pas que... Enfin, vous pouvez partager tout le contenu qui correspond à votre expertise. Et là, ça va asseoir votre notoriété... Enfin, ça va asseoir en tout cas votre expertise, vos domaines de compétences par rapport aux différentes autres personnes qui ont les mêmes compétences que vous et qui veulent se positionner sur les mêmes sujets que vous. Alors, deuxième question. Afficher. Je vous remercie pour la présentation. Une question par rapport à la ligne éditoriale du content branding. Est-elle importante dans l'élaboration de la stratégie? Alors oui, elle est extrêmement importante parce que, je vous dis pourquoi. Parce que quand vous créez votre positionnement, vous devez créer cette ligne éditoriale. C'est ça qui va vous permettre en fait de vous distinguer. C'est ça qui va permettre qu'on va vous reconnaître tout de suite par rapport à... Attendez, est-ce que vous me revoyez? Qu'est-ce qui est... J'ai terminé. J'ai terminé à ta place. J'ai dit que oui, effectivement, il faut. Enfin, j'ai complété ta réponse. Donc, LinkedIn, c'est le réseau social le plus pertinent pour asseoir Voilà. le branding. Parce que, tout d'un coup, je suis parti. Hein, je sais pas ce qui s'est passé. Et expert. Voilà. Et donc là, il y a Rafa qui pose la question de est-ce que la ligne éditoriale du contenu est importante dans l'élaboration de la stratégie? Donc, moi, je disais que oui. Mais moi, je vais même rajouter, c'est un oui franc et massif. C'est un oui, mais qui ne pose aucun doute même. C'est-à-dire que la ligne éditoriale, c'est l'expression claire, normalement, du positionnement différenciateur. Donc, il faut que... C'est comme les réunions, comme j'ai dit dans le journal Le Monde, les réunions de direction éditoriale, c'était fait, il y avait au moins une trentaine de journalistes tous les matins pour indiquer noir sur blanc qu'il ne fallait pas déroger au positionnement du journal. C'est pareil. Et qu'à chaque fois que quelqu'un proposait un article, c'était est-ce que c'est en phase avec l'image du journal, etc. Voilà. Et donc, la ligne éditoriale doit être toujours en rapport avec le positionnement.
et en rapport évidemment avec le contenu de la marque. Exactement et c'est ça qui va vous permettre, en fait, de vous distinguer. Exactement, oui. C'est vraiment avec ça que vous allez créer la différence. On va tout de suite vous reconnaître par rapport aux autres parce que, bon, j'imagine on est tous sur des univers qui sont concurrentiels et donc cette ligne éditoriale, elle est extrêmement importante. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions? Alors, peut-être rappeler non, je ne vois pas de questions montées. Je suis en même temps sur mon téléphone parce que je ne les vois pas, c'est pour ça et je voudrais qu'on puisse répondre, en fait, à tout le monde. Tu m'excuses? Mais là, on a vu le chat. Oui, oui. Non, mais je voyais s'il y en avait d'autres auxquels on Ah n'a pas d'accord. répondu comme il y a eu un petit souci technique. Faut pas qu'on les laisse, sans répondre, enfin, sans réponse, qu'on laisse des questions sans réponse. Voilà, bah, écoute, moi je pense que non, c'est tout ce qu'il y a. C'est les 2 questions qu'on a eues. Autre chose à rajouter, Gabriel, pour clôturer? Non, simplement pour dire que le contenu de marque fait partie, bien sûr, totalement de l'image d'une société et qu'il faut prendre beaucoup, beaucoup de soin dans l'écriture, dans le style, dans le ton qui exprime la personnalité de la marque. Exact. Voilà, donc moi je récapitulerai donc vraiment important à travailler, que vous soyez une entreprise ou bien un produit ou que vous travaillez sur un produit ou un service que vous avez envie d'activer ou votre personal branding aussi. Donc votre positionnement en tant qu'expert de votre domaine. Ensuite, stratégie digitale. Donc votre écosystème digital, enfin le site, le blog, les réseaux sociaux, la landing page, application, site, enfin bon, tout l'écosystème digital dont on a parlé, la newsletter, ça c'est important aussi. Ensuite, l'obsession client, étudier ses personas parce que le digital n'a d'intérêt que si on personnalise les messages. Et c'est pour ça Bien qu'on parle sûr. d'inbound marketing de permission et du désir. Voilà, parce que ça a changé le paradigme, parce que tout le monde sait tout. On n'a pas besoin, des fois, les clients sont mieux informés que les vendeurs et ça, on le sait tous. Donc, la personnalisation, donc les personas pour connaître les points de douleur et puis pouvoir mettre du contenu pertinent sur toutes les étapes du funnel de conversion. Et puis ensuite, proposer une stratégie digitale, enfin une stratégie de contenu, pardon, le brand content. Et là, vous avez vu les différentes pistes qu'on vous a proposées. Il y a, en fonction de votre cible, si c'est une audience qui est jeune, il y a de l'événement qui peut être sympa, il y a des relations avec les influenceurs qui ont une audience qui ça pourrait être sympa. Vous avez vous avez le contenu qui est instructif quand vous êtes sur des marques qui vendent de la valeur, enfin, je veux dire, des services à valeur ajoutée. Vous avez tout ce qui est impertinence pour justement égayer un petit peu les journées avec du contenu qui peut être assez amusant. Et puis, il y a le storytelling aussi qui marche super bien. Et ça, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher et voilà, que nous vous recommandons d'adopter. Et puis ensuite, au final, il faut équilibrer entre l'inbound, arbitrer entre l'inbound et l'outbound en fonction justement de vos objectifs pour avoir un meilleur retour sur investissement. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez vous faire accompagner par des experts. Voilà, merci. Merci. Bon. Merci Gabriel, merci à toi d'avoir été avec nous. Je sais qu'il se fait Merci Jeanne, c'était un plaisir comme d'habitude. c'est pas plaisir partagé. Voilà. On en fera un autre bientôt avant les vacances. Bonne Au revoir soirée tout tout le le monde. monde. Au revoir.